Auditrices, auditeurs de la 93.3, fidèles compagnons de Radio Victoire, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce matin pour un nouveau numéro de Rétro 7. L'invité de ce matin est le porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, et conseiller spécial du président de ce parti, Éric Dupuis. Avec lui, nous allons faire le bilan du parcours de l'ANC en 2025, revenir sur quelques aspects du message du nouvel an du président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. Autre sujet au menu de l'entretien de ce jour, la nouvelle missive que le président de l'ANC a adressée au chef de l'État, un courrier dans lequel il demande l'implication de ce dernier dans la recherche de la vérité sur la disparition du premier président du Togo, Sylvanus Olympio. L'extradition de l'ancien président de la transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Damiba, les résultats des législatives au Bénin, le second sacre du Sénégal comme champion d'Afrique de football sont quelques-uns des autres événements retenus pour cette émission, dont la mise en onde est assurée par Kodio TV. Je vous rappelle que si tout va bien, nous serons aussi en direct sur YouTube grâce à Amjoy. Tapez Victoire FM sur votre appareil et vous aurez vos yeux et vos oreilles dans ce studio. Bonjour Monsieur Dupuis. Bonjour Monsieur Abou. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour introduire cet entretien. Et dites-nous Monsieur Dupuis, quel est le bilan du parcours de l'ANC en 2025? Quelles sont vos satisfactions? Oui. Avant de vous répondre, permettez-moi de vous présenter mes vœux pour l'année 2026 parce que nous ne sommes pas vus depuis. Oui. Et je présente aussi à vos auditeurs, au nom du président national Jean-Pierre Fabre et du bureau national de l'ANC, nos vœux de santé, de prospérité à tous vos auditeurs et à tout le peuple togolais. Nous souhaitons une année de mobilisation citoyenne pour l'alternance politique dans notre pays. Oui. Merci beaucoup, M. Dupuis. Je vous retourne les mêmes vœux de santé à vous aussi, à tous vos camarades de votre parti et à vos familles respectives. Merci. Alors, ma question, je disais un mot rapidement du bilan du parcours de l'ANC en 2025. Vous dire que l'année 2025 a été une année parfaite pour l'ANC sur un abus de langage. Vous savez, depuis 2010, les premiers responsables de l'ANC se sont battus pour créer un parti national avec une implantation nationale, plus de 130 fédérations. 130 fédérations avec chacune une vingtaine de sections ou de sous-sections. Faites le calcul vous-même. Cela représente une somme de travail immense. Et gérer cela au jour le jour pour que toutes les fédérations, les sections et les sous-sections fonctionnent régulièrement avec un bureau national qui se réunit toutes les semaines, un comité politique, un comité restreint, tout cela est quelque chose d'unique, je peux le dire, au Togo. Mais depuis 2010... que c'est unique, l'UNI ne fait pas plus que ça? Je dis, moi je le pense, c'est un parti-État. Ouais. Il faut comparer ce qui est comparable. Il faut comparer ce qui est comparable. Quand vous dirigez un parti et que vous avez un financement de l'État et que vous avez des fonctionnaires comme les premiers responsables de votre parti politique, vous ne pouvez pas le comparer avec un parti politique de l'opposition qui ne fonctionne que sur ses propres moyens avec ses militants. Le RPT-UNI n'a pas de militants. C'est un appareil d'État. Disons-le. Même si on vous concède ça, ceux qui militent au sein du parti sont des militants. C'est ainsi, voilà. C'est ainsi. Il faut l'accepter ainsi. Depuis 2019, certains de nos compatriotes se sont ingéniés à détruire ce leadership acquis par la ANC à coup de travail, à coup de sacrifice, à coup d'abnégation, à détruire le premier responsable du parti, Jean-Pierre Fabre, les dirigeants du parti, à coup de mensonges, de dénigrement, de contre-vérité. Il y a deux choses que je dois dire. Soit ces personnes sont mandatées par le régime en place, par le RPT UNIR, pour détruire l'opposition,
je le comprendrai tout à fait. Si même je condamne la manière dont c'est fait. Mais quand on pense que certains membres, certaines personnes se disant de l'opposition ont contribué et contribuent à ce déchaînement contre l'ANC, je trouve qu'il s'agit d'un crime contre la démocratie. Mais vous savez que vous êtes sur le terrain politique et on ne fait pas de cadeaux. Non mais vous ne pouvez pas vous dire de l'opposition et souhaiter avoir l'alternance politique quand vous avez un appareil solide capable de mobiliser des centaines de milliers de personnes sur toute l'étendue du territoire et que vous cherchez à détruire ce leadership, cette force, cette capacité de mobilisation, c'est un crime. C'est une trahison, c'est une haute trahison. Est-ce que vous savez que normalement, M. Agbo, vous permettez, je oui. termine mon raisonnement. Oui. Dans un pays normal, quand on a une machine de cette capacité, toute l'opposition doit l'entretenir pour obtenir ce que le peuple attend. Or, qu'est-ce qu'on voit depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui? On laisse le pouvoir en place et on s'acharne à détruire l'opposition. Oui, mais justement, c'est ce que j'allais vous dire. Certains partis qui se réclament aussi de l'opposition accusent aussi l'ANC de la dénigrer. Citez-moi un seul exemple. Est-ce que vrai. moi j'ai dit que Pierre-Paul Jacques ont reçu de l'argent de Faure Gnassingbé? Est-ce que moi j'ai dit que telle personne a trahi la lutte en allant négocier notamment? Vous dites que c'est des vrais partis de l'opposition. Je suis le porte-parole de l'ANC. Oui. Est-ce que vous m'avez entendu m'en prendre à quelqu'un de cette manière-là? Jamais. Alors, Monsieur Dupuis, c'est ça la dignité. Oui, vous avez pas mais quand vous entendez des chefs de parti, des responsables politiques tenir de tels propos, soit ces personnes sont en mission, soit ces personnes... Vous savez, quand vous voulez remplacer un leadership politique, il faut avoir le moyen, surtout, vous parlez de terrain politique, surtout dans l'opposition, il faut avoir les moyens de remplacer, de proposer quelque chose d'autre. Or, vous détruisez sans rien proposer, vous détruisez sans avoir le moyen d'installer un nouveau leadership. Or, ça se passe sur le terrain au Togo et ça se passe essentiellement sur les ondes à travers les réseaux sociaux. Je trouve cela a fragilisé toute l'opposition, pas seulement la ANC. Oui, justement, Monsieur Dupuis, tout à l'heure vous avez parlé de 130 fédérations, c'est bien cela? Tout à fait. Et tout le travail que cela représente. Mais malgré cela, l'ANC à l'image de l'ensemble de l'opposition aujourd'hui, et comme vous l'avez dit, l'année 2025 et les années précédentes, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, quelle stratégie vous comptez vous mettre en œuvre cette année pour remonter la pente, pour faire en sorte que vous puissiez aller au-delà? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le communiqué, lettre au chef de l'État. Alors, même si sans complaisance, qu'est-ce que vous comptez faire au-delà de cela pour vraiment remonter la pente? Vous savez, en politique, tout n'est pas visible. Ce n'est pas parce que on s'acharne contre Jean-Pierre Fabre, le président national de l'ANC, sur les dirigeants de l'ANC ou sur l'ANC, que l'ANC, en tant que parti politique, subit cela et se tait. Non. Pendant ce silence-là, pendant cette réserve-là, l'ANC continue à travailler. Et vous oubliez, M. Agbo, qu'aujourd'hui, il est totalement impossible d'inviter les populations à sortir dans les rues. Nous parlerons tout à l'heure de ceux qui ont osé dire un jour chacun n'a qu'à faire sa part et qui se retrouvent en prison pendant des années. Vous avez suivi le nombre de prisonniers d'opinion relâchés et qui croupissent encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous demandez à manifester, on vous le refusera. Et vous voulez que les partis politiques fassent quoi? En réponse à votre question, M. Agbo, je vais vous dire que l'ANC continue à travailler. Depuis 2 ans, l'ANC travaille avec certains partis politiques, avec la société civile et se réorganise. En 2025, nous avons cherché à élargir la base de ce regroupement. Mais vous n'y arrivez pas, visiblement. Non, nous sommes très regardants sur le choix des personnes avec qui nous devons travailler. Nous ne sommes pas ouverts à tout le monde.
parce que la base de cette union de travail est, la base minimale est la sincérité, la franchise, le respect de l'autre et la solidarité. Ceux qui peuvent accepter cette base comme base de négociation, nous sommes en discussion avec eux. Ceux qui ne peuvent pas le faire, libre à eux de constituer un autre pôle. L'ANC semble avoir opté pour l'offensive cette année. C'est du moins ce qu'elle laisse entrevoir ressorti de ces derniers jours. Je n'en veux pour preuve que le message de vœux pour l'année 2026 du président du parti, Jean-Pierre Fabre. En voici un extrait. Cette année aura été une année de grave régression politique, une année de confiscation arrogante et ouverte du pouvoir, une année où le système RPT UNIR a définitivement choisi de gouverner contre le peuple congolais par la force, par la manipulation et par le mépris. Tout cela n'est pas une dérive accidentelle, c'est une stratégie délibérée, la stratégie d'un système à bout de souffle, un système qui sait qu'il n'a pas la légitimité du peuple, un système qui ne survit que par l'usage de la peur, de la répression et de la manipulation. Alors, Monsieur Dupuis, on peut dire que vous n'y allez pas du dos de la cuillère, mais quand vous parlez de grave régression politique, le président du Conseil, par exemple, lui affirme dans son message de vœux que le changement de République, cette réforme a été menée avec pour seule boussole l'intérêt national. Apparemment, vous n'en êtes pas convaincu à l'ANC. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois que la ANC s'exprime de cette manière-là. Rappelez-vous, en 2024, quand la Constitution a été votée, l'ANC s'est insurgée contre la manière avec laquelle cette Constitution a été modifiée. L'ANC a été la première à appeler les populations à s'organiser pour, d'abord, a été la première à dévoiler ce qui était en cours en catimini. Avec même le projet de loi, nous avons rendu public lors d'une conférence de presse. Donc ce n'est pas la première fois et on ne peut pas dire que l'ANC n'y va pas avec le dos de la cuillère. Non, l'ANC a toujours été ferme contre cette manière de faire et l'ANC l'a toujours dénoncé. Je cherchais un papier que je viens de trouver. En 2014, Jean-Pierre Fabre était président de la majorité de l'opposition. Le chef de file de l'opposition. Chef de file de l'opposition. Et à ce titre, une délégation avait rencontré le chef de l'État, à l'époque, le chef de l'État, puisqu'aujourd'hui le président du Conseil, avait rencontré le chef de l'État pour lui proposer de mener des réformes constitutionnelles et institutionnelles pour avoir de l'apaisement dans notre pays. Et je vous donne lecture de ce que M. Bawara, au cours d'une émission 12-13 sur Nana FM, avait dit. Je cite M. Bawara. À cette occasion, il a également rappelé, en parlant du chef de l'État, il a également rappelé son attachement au dialogue, à la concertation et au consensus. Au Togo, comme partout au monde, une réforme politique majeure, notamment celle de la Constitution, ne peut être que le fruit d'un compromis et d'un consensus. Et à M. Bawara d'ajouter, ces constats ont été rappelés à Jean-Pierre Fabre au cas où il aurait oublié. Ça vient de M. Bawara. Si je mens, le document est là. Aujourd'hui, on réécrit la Constitution, on change de régime sans aucune concertation. Voilà l'exemple même du double langage utilisé par ce régime. Quand M. Faure Gnassingbé parle du respect en politique,
est-ce que M. Gnassingbé Faure respecte l'opposition? M. Faure Gnassingbé sait très bien que toutes les élections sont trafiquées, volées. Qu'a-t-il fait jusqu'à aujourd'hui pour corriger le tir? Voilà les propos du ministre Barre. Donc, pour Et conclure, qu'est-ce que nous devons faire de ce que dit M. Bawara en 2014 et ce que M. Bawara défend aujourd'hui, puisqu'il est tout le temps, régulièrement sur les ondes, à défendre le régime d'aujourd'hui? Il n'y a pas de constance dans la politique togolaise. C'est ainsi que, fatigué du RPT, parce que RPT, de triste mémoire, il fallait changer de nom. On a changé en UNIR, mais tout en conservant les mêmes personnes, la même politique, la même façon de faire. C'est pour ça que nous disons RPT UNIR, parce que rien n'a changé. Aujourd'hui, monsieur Agbo, on nous parle d'une nouvelle constitution. 5e République. Pendant longtemps, c'était un régime soi-disant semi-présidentiel, mais en réalité, un régime parlementaire, un régime présidentiel pur et dur, pour ne pas dire un régime dictatorial. Aujourd'hui, on nous parle d'un régime parlementaire, avec la même chose, c'est-à-dire tous les pouvoirs concentrés entre les mains d'une seule et même personne, le président du Conseil des ministres. Rien n'a changé. On ne fait que changer de nom. Monsieur Faure Gnassingbé, avant, nous parlait de, en fin d'année, souhaiter que l'année, il y ait une cohésion nationale, qu'il y ait une solidarité entre les peuples. Aujourd'hui, on nous parle de la... Pendant longtemps, on nous parlait de la paix. Maintenant, on nous parle du respect. Tout à l'heure, on va voir cet aspect. Alors, nous allons suivre un deuxième extrait du message de Jean-Pierre Fabre avant de poursuivre notre entretien. Ensemble, nous voulons rassurer la jeunesse togolaise, lui renouveler notre ferme engagement et faire en sorte que son avenir ne soit pas irrémédiablement sacrifié sur l'autel d'un pouvoir personnel et dynastique. Le système RPT UNIR ne tombera pas par nos seuls discours, nos récriminations, notre attentisme. Il ne tombera que lorsqu'ensemble, les forces vives de la nation, le peuple togolais tout entier, debout et uni, décidera de reprendre sa souveraineté. Voilà pourquoi, à l'orée de cette année 2025, comme le fit Monseigneur Nicodème Bariga Benissa, comme le fit à sa suite le jeune poète Affectio Mbatié depuis lors, j'appelle solennellement chaque Togolaise et chaque Togolais à faire sa part, en refusant la peur, en refusant la résignation, en s'engageant résolument, chacun à son niveau, dans la lutte pour l'alternance démocratique. Alors, le PC, le président du Conseil, a déclaré, lui, dans son message de vœux, être conscient que certains, comme vous, à l'ANC, auraient souhaité un débat public, comme tout à l'heure vous le déploriez, auraient souhaité un débat public plus large s'agissant du changement de régime politique et qu'il comprend leurs attentes mieux. Il promet, M. Dupuis, un changement de méthode pour, dit-il, faire vivre autrement notre démocratie, ouvrir un nouveau chapitre sans casser ce que nous avons construit. Sans construire ce qu'il a construit. Sans détruire ce que nous avons. Sans détruire ce que lui, il a construit. Est-ce qu'il a construit cela avec la volonté du peuple? Je dis non. Mais je vous ai donné lecture tout à l'heure de ce que déclarait M. Bawara. Lui-même, mettant cela dans la bouche de M. Faure Gnassingbé, dit au Togo comme partout au monde, une réforme politique majeure, notamment celle de la Constitution, ne peut être que le fruit d'un compromis et d'un consensus. Où est le compromis? Où est le consensus? Oui, M. Faure Gnassingbé est spécialiste dans le double langage. On vous dit ça, dit bon, c'est fait, acceptez-le comme ça. On ne va pas détruire ce qu'on a fait. Vous l'avez fait tout seul, dans votre intérêt personnel et à aucun cas dans l'intérêt du peuple togolais. Si vous voulez, revenons à la case de départ et essayons de trouver un consensus
pour une constitution nouvelle acceptée par tous les Togolais. Alors, dans son message de vœux, le PC, le président du Conseil, a aussi annoncé avoir fixé les 3 priorités simples au gouvernement: protéger, rassembler, transformer. Alors, abordant le volet rassembler, voici ce qu'il en dit. Rassembler, c'est la deuxième grande priorité que j'ai fixée à notre action en 2026. Rassembler, c'est renforcer notre unité nationale et elle ne peut s'épanouir que dans l'équité territoriale. Rassembler, c'est aussi reconnaître la place de chacun et créer les conditions d'un dialogue durable entre majorité et opposition. La critique constructive et apaisée fait partie du fonctionnement normal de la démocratie. Je veux le dire clairement ce soir, l'opposition est une composante essentielle de la République. Elle a la responsabilité de questionner, d'alerter et de proposer. En 2026, je souhaite qu'une culture politique nouvelle s'impose. Une culture politique de respect, où l'on critique les idées, mais jamais les personnes. Où l'on s'oppose sans se déchirer. Où l'on débat sans se détruire. Alors, M. Dupuis, êtes-vous, à l'Alliance nationale pour le changement, accepté ce que j'appellerais de la part du président du Conseil, cette main tendue pour un nouveau départ, une nouvelle façon de faire de la politique, loin des invectives, des insultes et sans se détruire? De quelle main tendue vous parlez? Vous n'avez pas compris le message de M. Fogna-Sibé. M. Fogna-Sibé ne s'occupe pas, ne s'adresse pas à l'opposition togolaise. M. Nassibé s'adresse à une catégorie d'opposition fabriquée par lui-même et qu'on retrouve à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est tout. Oui, c'est tout. Oui. L'opposition extra-parlementaire. C'est ce que je disais. Quand vous dites ça, vous insultez les... Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Il a dit de critiquer les choses, pas les personnes. C'est ce qu'il a dit. Je critique le système. Je critique la façon dont les choses sont faites. Mais je ne critique pas M. Fogna-Sibé. Mais quand je dis que M. Fogna-Sibé a un double langage, c'est vrai. Il dit ça, mais il fait le contraire. Quelle main tendue? À qui? Mais quand il dit maintenant faisons la politique sans, voilà, on peut critiquer, mais les idées sans se détruire. C'est ce que je fais, je critique même ses idées. Donc, je critique la façon dont il procède. Donc, vous êtes d'accord avec lui alors? C'est cet aspect-là, ce qu'il vient de dire. Ah non, je ne peux pas être d'accord avec lui parce que c'est un double langage, c'est faux ce qu'il raconte. Eh bien, maintenant, quand vous me dites que je suis d'accord avec lui, je ne sais pas comment dire, vous ne traduisez pas exactement mes propos. Votre pensée. Hein, je dis que... Et puis vous êtes là, je dis que ce qu'il dit, venant de lui, n'a pas de sens pour nous, parce qu'il ne s'adresse pas à nous. Il a tout fait pour détruire l'opposition. Oui, même si sa façon de faire avant. Est-ce que vous pouvez pas, voilà, maintenant il fait un nouveau discours, est-ce que vous pouvez pas donner... Ça fait 20 ans qu'il mange la même soupe. Il mangera toujours la même soupe jusqu'à la fin. Alors revenons au message du président national de l'ANC. Il y a fait un clin d'œil aux prisonniers, je le cite, « Ensemble, nous voulons dire à tous les détenus politiques que nous ne les oublions pas ». Alors le président du Conseil ne les a pas non plus oubliés, puisque 1511 détenus, parmi lesquels ceux que vous considérez comme des prisonniers politiques ont été libérés. Alors, mais dans un communiqué rendu public sur le sujet, l'ANC a juste pris acte de cette libération de prisonniers. Alors, vous auriez pu quand même saluer le geste au lieu d'en prendre tout simplement acte, non? Est-ce que vous-même, M. Abou... Non, mon opinion ne compte pas. Non, vous parlez de prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques. Est-ce qu'il est normal que dans un pays dit démocratique, il y ait encore des prisonniers d'opinion ou des prisonniers politiques? Oui, c'est vous qui les calculez. Moi, je le donne. Nous disons non. Nous disons non. On ne peut pas mettre en prison un citoyen qui critique l'action de ceux qui dirigent le pays. On ne peut pas mettre un jeune en prison qui dit il faut que chacun fasse sa part dans ce pays. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il n'est pas d'accord avec la façon avec laquelle le pays, les Togolais sont traités. Ce n'est pas normal. Et puis, M. Abou, oui, vous parlez d'élargissement de certains, mais il y a encore des détenus politiques en prison. Et c'est là où Jean-Pierre Fabre demande qu'il faut également que ceux-là soient libérés. Ceux qui sont libérés,
des prisonniers d'opinion qui sont libérés, ils sont encore sous mandat. C'est-à-dire qu'on leur interdit de parler. Si vous parlez, vous retournerez à la case départ. Est-ce que c'est normal? Et l'ANC demande à ce qu'ils soient tous libérés purement et simplement, sans réserve. Et non seulement cela, Oui. que ceux qui ont purgé des années de prison. Oui. Nous avons une collègue de l'ANC, une dame avec 5 enfants, qui a fait plusieurs années de prison. Et qui vient, je crois qu'elle a fait 5 ans de prison ou 6 ans, qui vient d'être relâchée, sans jugement. Et ça, nous disons qu'il faut indemniser ces personnes. Parce que quand vous perdez 2 ans, 3 ans, voire 8 ans de votre vie emprisonné pour une faute que vous n'avez pas faite, que vous n'avez pas commise, il faut réparation. Il faut un soutien moral. Il faut un soutien de la santé sanitaire de ces personnes. Parce que quand vous vivez en prison au Togo, ce n'est pas facile tous les jours. Vous ne mangez pas votre pain. Les soins n'existent même pas. Donc, c'est une bonne partie de votre vie que vous avez laissée là-bas. Il faut qu'il y ait réparation. Alors, quand vous demandez des réparations, est-ce que vous y croyez? Et si le gouvernement n'accédait pas à vos exigences, vous pouvez vous parler d'exigences, de quels moyens disposez-vous pour les contraindre? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un moyen pour les contraindre, pour en parler? Nous sommes là, pas pour contraindre nécessairement le gouvernement à faire ce que nous voulons, mais à prendre le peuple à témoin en le disant. Eh bien, elle est l'une des figures emblématiques des prisonniers récemment libérés et libérés de prison, un peu plus de 2 semaines après avoir recouru sa liberté, grâce à Bikoni Bianté Koumani, a fait une sortie en direction de ceux et celles qu'elle appelle ses confidents et confidentes. Voici justement un extrait de ses confidences sur son séjour carcéral et sur son état d'esprit actuel. Ils ont voulu m'effacer. Je suis revenu plus debout que jamais. Il y a des silences qui interrogent et il y a des silences qui dérangent. J'étais en prison. Ah oui, j'étais en prison. En vernaculaire, Ngosso a victimé. Ah oui, j'étais en prison. Pas pour avoir insulté, pas pour avoir volé, pas pour avoir tué. J'étais en prison pour avoir demandé que nos centres de santé soient réhabilités. J'étais en prison pour avoir exigé un Togo où aucune femme ne meurt en donnant la vie par manque de matériel, par absence de personnel et par négligence institutionnalisée. Ah oui, j'étais en prison. Et en prison, j'ai payé le prix d'un combat juste. J'ai frôlé la mort pour avoir refusé que nos hôpitaux continuent d'être des mouroirs. Malgré tout, je suis là, vivante, debout, sage-femme, femme engagée, femme politique. En prison, j'ai vu ce que beaucoup refusent de voir. J'ai vu des femmes enceintes derrière les barreaux, portant la vie dans les lieux qui l'étouffent. J'ai compris alors une vérité brutale. Ah oui, en prison, j'ai compris une vérité brutale. Le silence tue plus que la prison. Ah oui, le silence tue au Togo plus que la prison. Alors, c'est pour elles, c'est-à-dire ces femmes enceintes derrière les barreaux que je parle. C'est pour elles que je parle ce matin. Sachez aussi que c'est pour vous que je reviens. Avant, pendant et après votre grossesse, je reste prête à vous accompagner, à informer, à défendre vos droits, surtout à lutter contre les violences obstétricales et gynécologiques. Et vous savez pourquoi donner la vie ne devait jamais être une condamnation. Vous venez d'écouter donc cette dame qui n'est plus à présenter. Elle ne demande pas qu'on la prenne en charge médicalement, ni un dédommagement pour sa détention. Elle tient plutôt un discours militant, affirmant être de retour et debout, et prêt à défendre notamment les femmes enceintes. Qu'est-ce que suscite en vous ce commentaire? Respect. Respect et un soutien. C'est un peu ce que disait M. Jean-Pierre Fabre dans ses vœux à la nation. Il demande au peuple de refuser la résignation.
Sedam a refusé la résignation. Sedam a subi des horreurs à la prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Et elle sort debout, la tête haute. Elle est encore sous le coup de la justice, puisqu'elle est libérée sous condition. Mais elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Elle dit haut et fort ce qu'elle pense. Ce qu'elle avait dit, ce qui l'a conduit en prison, elle le répète avec clarté et fierté. Je salue ces dames en mon nom, au nom du président national et au nom de l'ANC. Un autre prisonnier... Et je souhaite vivement que le peuple togolais tout entier prenne exemple sur ces dames. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Alors, un autre prisonnier ayant également bénéficié de la grâce du président du Conseil est lui aussi retourné, aussi retourné à ses habitudes, aux habitudes qui avaient conduit à son incarcération. Alors, le vol de moto, arrêté par la police le 15 janvier dernier, il est de nouveau en prison après seulement 2 semaines de liberté. Alors, on a le sentiment que certains prisonniers, une fois libérés, feraient tout pour y retourner. Et cela pose certainement le problème de la réinsertion. Alors, que proposez-vous pour la réinsertion des prisonniers au Togo? Jean-Pierre Fabre, dans son texte, a condamné cette libération sélective des prisonniers. On a mélangé des prisonniers qui ont commis des crimes avec des prisonniers d'opinion. Si cette personne, après avoir été libérée, commet les mêmes fautes, qu'il aille en prison, c'est tout à fait normal. Et avant de libérer les gens, on s'assure de la capacité de réinsertion de ces hommes ou de ces femmes. Il ne s'agit pas de la réinsertion des prisonniers politiques. Il ne s'agit pas de cela. Mais des criminels, il appartient au gouvernement de veiller à leur réinsertion et surtout à la protection des populations. Quand vous relâchez un criminel, quelqu'un, vol de moto c'est peut-être banal, mais quelqu'un qui a commis un crime de sang, si vous le relâchez, vous devez l'accompagner pendant un certain temps. Vous devez mettre en place des structures d'accueil et des structures de protection des populations pour que les mêmes crimes ne se répètent. Or, on a fait une annonce, on a libéré 1100, d'ailleurs, il y a autant de prisonniers au Togo pour une population de 8 millions, plus de 1000 personnes ont été libérées. Je m'inquiète de savoir combien de personnes sont encore aujourd'hui en prison. Est-ce que les 1000 personnes représentent le 10e, le 20e des populations carcérales? C'est une question que nous devons nous poser. On fait un peu du n'importe quoi au Togo, juste pour faire du clinquant. On a libéré. Pendant ce temps-là, il y a encore des prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles de ce pays. L'ANC, l'actualité récente à l'ANC, c'est aussi la conférence de presse organisée le 13 janvier dernier, à l'occasion du 63e anniversaire de l'assassinat du premier président du Togo, Sylvanus Olympio. Voici un extrait de la déclaration liminaire que vous, justement, vous avez présentée à cette occasion. Je vous prie de réécouter l'extrait. Le 13 janvier 1963, le président de la République, Sylvanus Olympio, est assassiné à son domicile par des individus armés. Ce crime n'a jamais été élucidé. Pire, il a été institutionnalisé, récompensé, célébré, libération nationale. Et sanctifié par le pouvoir qui en est issu, ce meurtre constitue le péché originel de la vie politique togolaise et marque l'entrée de notre pays dans une ère de violence politique, d'impunité et de mensonges d'État. En conséquence,
l'ANC exige solennellement que le gouvernement togolais demande officiellement aux autorités françaises la déclassification et l'ouverture complète et sans restriction des archives relatives à l'assassinat du président Sylvanus Olympio. 2. Que le gouvernement togolais œuvre résolument à la manifestation de la vérité historique sur les circonstances, les responsabilités et les complicités ayant entouré ce crime politique fondateur. 3. Que le gouvernement togolais engage toutes les diligences politiques et diplomatiques, voire judiciaires, destinées à déverrouiller ce dossier pour enfin libérer la nation togolaise de son passé sombre et non assumé. Car depuis le 13 janvier 1963, l'ombre du meurtre de Sylvanus Olympio plane sur le Togo. Alors, une messe d'action et de grâce, une conférence de presse, puis un dépôt de gerbes, voilà, sur la tombe de Sylvanus Olympio à Goyo-Béné. Voilà comment l'ANC a commémoré le 63e anniversaire de la disparition tragique du premier président du Togo. Alors, pourquoi votre parti donne l'impression d'avoir privatisé la commémoration du décès du premier président du Togo, et ceci au nez à la barbe de l'IFC qui en faisait son dada? Nous étions de l'ANC. De l'IFC. De l'IFC, c'est nous qui le faisions à l'UFC. Donc, vous savez, nous avons un certain âge et nous avons vécu cette période-là. J'avais 14 ans en 1963. Je l'ai vécu. Je sais ce qui s'est passé. J'étais gamin, mais j'ai compris beaucoup de choses en ce moment-là. Vous savez, le Cameroun a demandé la déclassification de la guerre de 1945 à 1971 au Cameroun. L'Algérie a demandé la déclassification, la France a accepté. Tout dernièrement, le Burkina Faso a demandé à la France la déclassification des dossiers classés secret défense relatifs à l'assassinat de Sankara. Vous savez, en Belgique, le gouvernement belge, le roi Baudouin, ont présenté leurs excuses au Congo suite à l'assassinat en 1961 de Patrice Lumumba. Et aujourd'hui encore, les tribunaux belges se saisissent de cette affaire et convoquent Étienne d'Avignon, qui est belge de nationalité, devant les tribunaux pour s'exprimer sur l'assassinat de Lumumba. Et ils disent que depuis le procès de Nuremberg contre les nazis, les crimes internationaux comme le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles. Et Wolfgang Kalek, secrétaire général du Centre européen pour les droits constitutionnels et de l'homme, a estimé que l'assassinat de Patrice Lumumba est, je cite, l'un des meurtres politiques les plus dommageables du siècle dernier. C'est ainsi que, pour nous, Togolais, et pour nous, Africains, notamment de l'Ouest, nous devons considérer que l'assassinat de Sylvanus Olympio est un crime dommageable pour notre démocratie et pour le développement de nos pays. Dites-vous qu'en 1962, en novembre 1962, le président Sylvanus Olympio avait créé la Banque centrale du Togo pour la création de la monnaie togolaise. Novembre 1962. Aujourd'hui, on parle en Afrique de l'Ouest de la sortie de nos pays du franc CFA. On parle de l'indépendance financière de nos pays. Or, déjà, à cette époque-là, Sylvanus Olympio avait déjà prévu le développement de l'Afrique autrement que imposé par la colonisation. C'est depuis.
Et c'est pour ça que nous disons que non seulement nous Togolais, pour pouvoir faire notre deuil, nous devons connaître les circonstances dans lesquelles cet homme, ce Togolais, a été assassiné. Qu'on ne nous parle pas de coup d'État militaire. On en parlera tout à l'heure si vous voulez. Oui. Et deuxièmement, que toute l'Afrique de l'Ouest doit exiger la même chose. Parce que le désordre, le sous-développement qui perdure jusqu'à aujourd'hui vient de ce coup d'État-là. Dites-vous que, suite à ça, le premier coup d'État en Afrique de l'Ouest, après, s'en sont suivis des coups d'État militaires partout. Le Burkina Faso, 8 au total, le Bénin 6, ainsi de suite. Et ces changements, ces manipulations de certains militaires pour faire des coups d'État et régenter les pays nous ont plongé définitivement dans le sous-développement. Et certains qui sont arrivés au pouvoir... Peut-être pas définitivement, mais pour très longtemps. Certains qui sont arrivés au pouvoir ont cru devoir claniser les institutions et l'armée pour pouvoir rester indéfiniment au pouvoir parce qu'ils avaient peur d'être renversés. Alors, Monsieur Dupuis, nous allons tout à l'heure revenir sur la déclassification. Là. Alors, je voudrais, cette question me tient à cœur. Les Togolais se sont donc encore rendus cette année à Goué, au Bénin, pour aller déposer des couronnes de gerbes sur la tombe du disparu du président Sylvanus Olympio. Alors, ceci parce que les restes de ce président, du président Togo, sont toujours au Bénin. Alors, le gouvernement proposait que ces restes soient transférés au Togo, mais la famille biologique s'y serait opposée. Alors, comment sortir de cette impasse? Je n'ai pas bien compris votre question. Voilà, je la repose. Alors, les restes du président Sylvanus Olympio sont toujours au Bénin. Oui. Et c'est pour ça que des Togolais, chaque année, se déplacent pour aller rester sa mémoire sur sa tombe. Alors j'ai dit, le gouvernement aurait proposé que ces restes soient ramenés au Togo, mais la famille biologique du président Sylvanus Olympio s'y serait opposée. Alors, comment sortir de cette impasse? Que faire pour que finalement que ces restes-là reviennent au Togo? Je vais peut-être vous surprendre. Oui. Je suis membre de la famille biologique de Sylvanus Olympio. Ah, donc c'est vous qui avez refusé. Donc, attention. Certains ont refusé. La vérité est que tant que on ne connaîtra pas la vérité sur l'assassinat du premier président de la République, père de la nation togolaise, il est difficile d'imaginer le rapatriement de son corps. Et posez-vous la question à savoir pourquoi il avait été ramené à Agoué et enterré à Agoué. Parce que la famille avait peur que le corps soit profané. Dites-vous que l'assassinat de Sylvanus Olympio a été quelque chose de traumatisant, pas seulement pour la famille Olympio, mais pour tout le Togo, pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique. C'était un coup de tonnerre inimaginable. Bon, si vous lisez un peu ce qui s'est passé, les journaux de l'époque, ça a été une chasse à l'homme qui a duré plus de 8 heures avant qu'il ne soit abattu par des gens qui n'étaient nullement de l'armée togolaise. C'était des Togolais démobilisés de l'armée française et qui ont été intégrés à l'armée togolaise seulement le 1er février 1963 avec effet 1er janvier 1963. Comment est-ce que cela a pu se passer? Voilà la situation. Maintenant, quand vous dites que la famille aurait refusé que le corps les cendres soient ramenés au Togo, mais Sylvanus Olympio ne fait pas seulement partie du patrimoine familial. Sylvanus Olympio est aujourd'hui un patrimoine national. Oui. Il appartient à vous, monsieur Agbo, qu'à moi, qu'à la famille elle-même. Donc c'est un problème politique, éminemment politique. Il faut qu'une vérité soit faite, qu'on sache pourquoi Sylvanus Olympio a été assassiné, par qui, dans quelles conditions. Après, on pourra faire le deuil. Quand le deuil sera fait, on pourra parler d'un éventuel rapatriement de ces cendres. C'est ça la vérité.
Eh bien, après une première missive datée du 1er décembre, dans laquelle le président de l'ANC estimait que c'est le portrait du chef de l'État qui devrait être affiché dans les administrations et non celui du président du Conseil, Jean-Pierre Fabre écrit de nouveau au chef de l'État. Cette fois, la missive du président de l'ANC porte sur la déclassification dont nous parlons, des archives françaises relatives à l'assassinat de Sylvanus Olympio, le président du Togo. Moi, je voudrais vous demander maintenant, à votre avis, pourquoi est-ce que cette déclassification n'est pas encore effective sur ce sujet? Est-ce que vous en avez une idée? Ben, je ne sais pas, aucune idée. Et nous disions dans notre conférence de presse que le régime actuel a comme fondement l'assassinat de Sylvanus Olympio. Rappelez-vous, le père de M. Faure Gnassingbé s'est réclamé personnellement auteur de ce crime. Après, bien après, il a changé un peu, voilà, il a changé un peu ses propos, mais il a reconnu. Maintenant, il y a certains qui disent que c'est Georges Métrier qui aurait tiré sur Sylvanus Olympio. Tout dernièrement, lors de la CVJR, on a sorti le nom d'un adjudant appelé Poc. Maintenant, qui a commis le crime? Ce n'est pas seulement de commettre le crime ou de juger la personne, ce n'est pas ce que nous demandons. Nous voulons savoir pourquoi Sylvanus Olympio a été assassiné par des individus. Ce n'est pas un coup d'État militaire qui a eu lieu au Togo. C'est des individus qui se sont levés pour aller assassiner. Tout à l'heure, vous disiez qu'on ne sait pas encore qui l'a tué. Je vous ai dit que M. Gnassingbé Étienne et Yadema s'est réclamé auteur. Il aurait par la suite dit... Non mais, se fondant sur ce qui s'est passé et sa déclaration en 1900, le 13, même le matin du 13 en 1963, jusqu'à aujourd'hui, c'est lui, puisqu'on n'a pas d'autre. C'est lui qui a dit, c'est moi. Et il a expliqué les circonstances dans lesquelles il a tiré. Il a voulu courir, je l'ai tiré dans le dos. Je lui ai coupé les veines. C'est lui qui l'a dit, je n'invente rien. C'est dans Paris Match, c'est dans Le Monde, c'est dans tous les journaux de l'époque. Ça, c'est un. Et de deux, si c'est lui, un jeune homme de 27-30 ans, qui était de l'armée française, qui venait d'arriver au Togo, qui n'était pas au Togo pendant la lutte de l'indépendance, mais qui combattait contre les indépendantistes algériens, qui n'avaient aucune culture politique, comment se fait-il que du jour au lendemain il se lève pour aller assassiner un chef de l'État? C'est une question que tout homme intelligent doit se poser. On ne peut pas accepter des postulats en disant « Ah, qui l'a armé? Qui lui a donné de l'argent pour le faire? Et dans quel but ?» Nous voulons le savoir. C'est lui qui l'a fait, la question aussi reste toujours posée. Alors pourquoi, M. Dubuis, c'est au chef de l'État que Jean-Pierre Fabre demande d'engager officiellement une démarche auprès des autorités françaises, vous savez, au nom de l'État togolais, pour faire la lumière sur cette disparition? Vous savez, on dit dans notre langue, Lamede Wayebe Kwa a Wayebe a dit. Si quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer. Monsieur Jean Sanville de Tové, Jean-Lucien Sanville de Tové, président de la République, chef de l'État, d'après la Constitution, il est là, il a comme responsabilité l'unité nationale. Et nous disons dans la lettre que il serait dans son rôle de président de la République, chef de l'État et dans son rôle de garant de l'union, de l'unité nationale, de demander à l'État français, à l'État américain ou tout autre État, l'ouverture des archives pour que le peuple togolais puisse enfin faire son deuil. Je vais vous dire une chose, monsieur Agbo, vous le savez peut-être. Le père de monsieur Jean-Lucien Sanville de Tové, il était quoi en 1963? Il était ministre? Non. 1963. Président de l'Assemblée nationale? Président de l'Assemblée nationale. C'est ça. Il a été ambassadeur, il a été ministre. Donc, son père connaissait peut-être la situation dans laquelle ce coup d'État. Et lui-même, en tant qu'homme, il doit se sentir quelque part un peu concerné. Donc, c'est à juste titre que nous avons demandé, nous lui avons écrit pour qu'il nous aide à avoir plus d'explications sur ce coup d'État que lui-même, au fond de lui,
il doit condamner. Bien. Monsieur Dupuis, nous allons revenir tout à l'heure sur le sujet, mais en attendant, on va observer une pause pour nos annonceurs. Bonne nouvelle! L'installation de la fibre YAS est gratuite. Oui, tu as bien entendu. Installe ta fibre YAS à 0 francs. C'est le moment ou jamais de prendre la fibre YAS. En plus de l'installation à 0 francs, tu bénéficies d'appels nationaux et internationaux vers les USA et le Canada, offerts d'une valeur égale à ton forfait souscrit. Demande ton installation dès maintenant auprès de nos commerciaux itinérants ou rendez-vous dans une agence YAS pour profiter de tes vidéos, tes cours en ligne, tes jeux et ton télétravail. Avec l'installation de la fibre YAS à 0 francs, c'est l'occasion pour toi de prendre ta fibre et changer ton quotidien. Promo valable jusqu'au 21 octobre 2025. Ah, mon frère, mon forfait est fini. Je vais acheter un forfait de 200 francs. Et pourquoi tu prends 200 francs alors que pour juste 50 francs de plus, tu as 250 mégas? Attends, quoi? Avec 50 francs de plus, j'ai 150 mégas de plus que le forfait de 200? Mais oui! Avec le forfait internet de 250 francs, tu as 250 mégas au lieu de 100 mégas pour 200 francs. Pour l'acheter, tape étoile 909 étoile 250 dièse ou rends-toi chez ton point de vente habituel et c'est réglé. Ah, mais c'est super! On va tester quoi? Ou là, non, à l'aise. Achète ton forfait internet de 250 mégas à 250 francs pour rester connecté toute la journée. Tape étoile 909 étoile 250 dièse pour en profiter. YAS Togo dit YAS aux opportunités. L'église des Assemblées de Dieu, Temple Espérance de Difa Kota, située à Bekota non loin du marché de Difa, en face du bar La Luna, sous la direction de son pasteur principal, révérend Dr Edo Gustave Adan Lesonou et son assistant, révérend Adjono Laurent, vous convie à un grand réveil spirituel du mardi 20 au dimanche 25 janvier 2026. Retrouvons-nous du mardi 20 au jeudi 22 janvier, chaque soir de 18h à 20h30 minutes. Vendredi 3 janvier de 22h à 2h, grande veille de prière. Dimanche 28 janvier à partir de 7h, culte apothéose dans le jeûne et la prière. Autour du thème 2026, seul ou avec l'éternel. Orateur invité, évangéliste Paul Nouzayobo, Pekotoréonia, Assemblée de Dieu Programme, Temple Espérance, Difa Kota, toi détourné. Tous les 6 sapins que bla belia va se le blavoir ton lié dit. Voilà, notre canou si me tourne léo. Bon, vous boire à tout cao. Iwa d'agba, au katanda les dieux. Ne toi d'agba, mais, à Tiegou, Bagida, enfin, mais, Bekota, Clefon Tourme, Amakbela, Nola Bobuton, Docteur, Gustave Adan Lesonou, Clefon Perenton, ou donc c'est une bien, pas comme elle met. La gueule de Dora Subo, Toyo, Katutu, Thomas Bobo, Pom Saladi, et Yann Mekoukoua, Yo 91, 51, 83, 56. Maouda Yara. Yas Togo, à peu d'Omnami, Mina Mia au monde, pourquoi on dort de tout. Papa, hadisi mugaye, benawad hadisi nui fa asifoko de go, peka grupo sarle, de do doa de to, o danko de tipe, ligue de chant choral, enye ho bibli wanade, si mo wade de si, hadi hati wosi, hadi benui tole, fesiafe, wana granto avame, to dinu evelia yi eneliame, le pe akpe vebla vevo adeame, eye nko ngongla o ade egome, to dinu granto fon kekewi aton lia, yibla ton lia di, le pe akpe vebla vevo adeliame, le pe akpe vebla vevo adesiame, wana granto si afet tanya enye, esime egbewo le de kawom, kena ntinya ngonglo, nko ngonglo do doa le site web ligecoral.com di, ho biblia ava eme aksangbang, eye les réseaux sociaux handi, TikTok, le @LDC Choral-officiel dit, Facebook, le Ligue des Chants Chorales dit, YouTube, le @228 LTC dit, ni atita samsi nyalao, doko no do kisigo lao, detu minamiangulo, de nous comme do pepe ahanui tosia, ni yo le 98 53 93 87. Allo mi ide pkgroup@gmail.com. Ligue des Chants Chorales, bon de kahon et de apeo. Yo, mi leti kokoni ni kujajeni ni mi abi no fewa. Mi te gogo la grâce et failli. Ni la grâce et failli ma, ni la po rideau adodio, kudo avonya po vovovo, rideau machine toke do pe ganga ku hotel ozana, ni la po badivo, place de pepe ko le dia, novi o la po plondivo, hame. La grâce et failli ma e butuna décoration. Yebe ba hlen, tableau nya po vovovo banami, kenya daron ya de salon o le tukoyeye, o le dibo wa jira famero no a. Te gogo la grâce et failli mto. La grâce et failli mto le woyoyo na moko, pata sa
na rideau kudo abadi vobeli ni va ye bon ni ya sanu angronani rideau batia rideau antoya ndi pepe ke milejia ni la pole la grâce Ephraim grâce Ephraim mi le bossi mi la basé de kwandi ben bodomi ni mi dila sende gomea mi la tiyo la grâce Ephraim to le 92 16 86 45 la grâce Ephraim et Butuna nyabe kokonyo no nyame nope Amenye Osobea. So sécurité pour Migawala no Kozo. Mouniontoa. Notodi, avec 50 francs en plus, prépare-toi à profiter de beaucoup plus de mégas. Ibanalo. Retour studio pour la suite de cet entretien avec le conseiller spécial du président de l'ANC et porte-parole de ce parti, Éric Dupuis. Alors nous parlions de la déclassification des archives concernant la disparition du président Sylvanus Olympio et nous parlions de la lettre que le président de votre parti a adressée au chef de l'État. Alors de quoi font remarquer qu'en moins de 2 mois, le président de l'ANC a adressé 2 lettres officielles au président de la République qui est l'un des symboles de la 5e République que vous contestez. Alors, en écrivant à Jean-Lucien Savy de Tové, n'est-ce pas une forme de reconnaissance de la 5e République, M. Dupuis? Je vous ai dit tout à l'heure que on dit dans ma langue, en évé, Namede Waïbe toi, Awaïbe Yadi. Si quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer. Ah, donc Monsieur le Président, Savy de Tové, oui, a accepté le rôle de potiche, parce qu'il a un rôle de potiche, il n'a aucun pouvoir. Nous savons très bien qu'il n'a aucun pouvoir. Et nous nous lui rappelons à travers nos lettres. En lui disant, mais vous êtes apparemment le chef de l'État, mais l'effigie qui est dans les administrations, qui se trouve dans les administrations, n'est pas la vôtre. La photo n'est pas la vôtre. C'est celle d'une tierce personne. Cette tierce personne a tous les pouvoirs. À quoi servez-vous en réalité? C'est l'objet de la première lettre. C'est ce que ça veut dire. Il y a des gens qui disent, ah mais si vous lui avez écrit, c'est parce que vous reconnaissez, ainsi de suite. Bah, oui, on reconnaît, il est. Nous sommes tous sous la 5e République. Nous la contestons, mais nous sommes de fait sous la 5e République. C'est cette constitution qui régit le Togo. Moi, en tant qu'individu, ou l'ANC en tant que parti, ne peut rien y faire, sauf contester systématiquement ce régime jusqu'à ce que M. Fogna Sibé, comme il le laisse entendre lors de son dernier discours, que on peut changer sans détruire. Je ne sais pas comment il va faire, mais bon, reconstruire sans détruire. Je ne sais pas comment il va faire. Mais il nous appartient de rappeler, chaque fois que cela est possible, à M. Fogna Sibé, président du Conseil, que nous ne le reconnaissons pas. Et que ce qu'il fait n'est pas du tout différent de ce qu'il a fait pendant 20 ans en tant que président de la République. C'est-à-dire un président omnipotent. Il est toujours dans le costume d'un président omnipotent. Donc la première lettre que nous avons adressée au président de la République, chef de l'État, M. Jean-Lucien Savy de Tové, c'est pour lui rappeler cela. La deuxième lettre que nous lui avons envoyée, c'est pour lui dire, vous êtes président de la République, chef de l'État, garant de l'unité nationale, d'après les textes. Pour nous, en réalité, vous n'avez aucun pouvoir, mais vous estimez l'avoir. Donc, aidez-nous à résoudre ce problème. Oui, puisque vous savez, et vous savez que le chef de l'État n'a aucun pouvoir, pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas plutôt à celui qui a le pouvoir, celui qui est le véritable maître du pays? Je vous répète, M. Agbo, quand quelqu'un fait semblant de mourir... Et pourquoi vous ne sollicitez pas une audience auprès de lui pour lui exposer vos préoccupations relatives à la vie de la nation, puisque en début d'émission, vous avez rappelé que Jean-Pierre Faboumont, il était chef des filles de l'opposition.
il a conduit une délégation pour aller rencontrer le chef de l'État. Pourquoi est-ce que vous avez perdu? Pourquoi est-ce que cette habitude-là, on l'a plus au sein de l'opposition? Aujourd'hui, on n'a pas un chef d'État, on a un président du Conseil. Oui, un président du Conseil, celui qui a, voilà, on a un qui chef dirige de le pays. On a un chef de l'État à la personne de M. Jean-Lucien Sambi-Tové. Oui. Normalement, pour ce qui concerne la cohésion nationale et l'unité nationale, c'est à lui qu'il faut s'adresser, c'est d'après les textes. Oui, mais celui qui a le pouvoir, et comme vous le dites, effectif, c'est le président du Conseil. C'est vous qui le dites? Oui, c'est vous qui le dites? Tout à l'heure, vous avez dit que le président Sambi de Tové est un président fautif. Vous reprenez à votre compte ce que je dis? Vous avez dit que le président Sambi de Tové est un président fautif. Ouais, alors, s'il est fautif, ça veut dire que c'est l'autre qui a le pouvoir. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne rencontrez pas l'autre? Pourquoi est-ce que vous ne vous adressez pas à lui? Mais non, pourquoi? Parce que ça ne l'intéresse pas. Si ça l'intéresse, il aurait fait autrement depuis. C'est-à-dire que M. Fogna-Sibé fait les choses en catimini et laisse croire que le président Jean-Lucien Sambi-Tové a ce pouvoir-là, puisqu'il est, d'après les textes, garant de l'unité nationale. C'est dans ce cadre-là que nous écrivons. Ce n'est pas marqué pour Fogna-Sibé. Eh bien, avant de poursuivre notre entretien, M. Dupuis, je rappelle que vous êtes le conseiller spécial du président de l'ANC, avait essayé de nous faire revivre quelques-uns des événements qui ont fait l'actualité nationale de cette semaine. Dans le cadre des activités marquant le 20e anniversaire du rappel à Dieu du général Nyansingbe Yadema, père de la nation togolaise, et la célébration des 47 ans du collège militaire Yadema de Titao, une conférence scientifique publique s'est tenue vendredi. L'initiative, qui est à l'actif du comité d'organisation des hommages dédiés à l'ancien chef de l'État, vise à honorer sa mémoire et à mettre en lumière son héritage. Professeur Essorana Tontas, conférencier. Déjà en 1969, le père de la nation, son excellence, le général Nyansingbe Yadema, avait impulsé des réformes majeures dans l'armée togolaise. Ces réformes l'ont conduit à créer de nouveaux régiments ainsi que de nouveaux bataillons. Et surtout, à mettre en place des institutions majeures de formation des forces armées togolaises. Alors, l'une des premières institutions à être mise en place est le collège militaire Yadema en 1979. Depuis sa création, le collège a bénéficié de l'attention particulière du président Yadema, père de la nation, et donc a connu une évolution très remarquable. D'abord, du point de vue de son extension, de façon très significative, elle a ouvert ses portes aux pays de la sous-région. Ensuite, l'extension a touché les pays de l'Afrique centrale. Preuve de la renommée de cette école qui a une envergure maintenant régionale et internationale. L'ancien président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, est malgré lui depuis lundi dernier dans son pays. En effet, à la suite d'une demande officielle de Ouagadougou, les autorités togolaises ont procédé à son extradition. Paul-Henri Sandaogo Damiba est poursuivi des chefs d'accusation de détournement criminel, de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Le communiqué rendu public par le gouvernement togolais sur cette affaire précise que, conformément à la procédure en vigueur au Togo, l'intéressé a été interpellé le 16 janvier en exécution de mandat d'arrêt qui faisait corps avec la demande d'extradition, puis placé sous écrou. Enfin, le communiqué ajoute que la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé, saisie du dossier, a rendu le même jour un avis favorable à l'extradition, fondant sur les instruments juridiques internationaux, l'offre de réciprocité des autorités burkinabées et les garanties fournies quant au respect de ces droits, notamment l'absence de la peine de mort et le droit à un procès équitable. Arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État ayant renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, le lieutenant-colonel Damiba a dirigé le Burkina Faso de janvier à septembre 2022 avant d'être lui-même renversé par le capitaine Ibrahim Traoré. Un atelier de renforcement des capacités sur les mécanismes de la médecine légale a réuni mardi les membres et le personnel de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH à Lomé.
renforcer les capacités des participants sur les fondements et pratiques de la médecine légale afin d'améliorer la documentation, l'analyse et le suivi des violations graves des droits de l'homme en cohérence avec les engagements internationaux, régionaux et nationaux. Tel était l'objectif principal de cette rencontre. Cet atelier a également permis aux participants d'être édifiés sur les notions de base de la médecine légale et son rôle dans la protection des droits humains, ce qui, pour le président de la CNDH, Maître Kwao Hini Sanvi, est en conformité avec le mandat de protection de l'institution qu'il dirige. Nous recevons constamment des plaintes relatives à des allégations de violation des droits de l'homme. Cela induit qu'on fasse des enquêtes pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Exemple, le cas d'un décès en détention ou ailleurs, on a besoin de comprendre la cause du décès et les circonstances du décès. Et pour ça, nous avons forcément besoin de faire appel à un technicien de santé qui est le médecin légiste qui doit pouvoir le faire. C'est une branche de la médecine qui fait le pont entre les droits humains et la justice. Ça nous permet de découvrir la vérité, d'où l'importance de renforcer nos propres capacités pour que le travail que nous faisons connaisse plus de fiabilité et plus de crédibilité. L'animateur principal de cet atelier est le directeur général du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, CHUSO, Dr Agbobli Yawapelete, spécialiste de la médecine légale, du travail et de la médecine du sport. Une autre institution de la République, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, a organisé jeudi et vendredi un séminaire d'information et de formation à l'intention de 25 professionnels des médias à l'hôtel Cara. Réunis autour du thème « Les fausses nouvelles à l'ère du numérique », les participants sont venus des régions de la Cara, centrale et des savanes. Face à la prolifération et la diffusion massive de fausses informations, un phénomène amplifié par les réseaux sociaux et l'avènement de l'intelligence artificielle, l'organe de régulation des médias et de la communication, la HAC, entendait outiller les professionnels des médias afin qu'ils soient en mesure de relever les défis des fake news et des pièges de l'intelligence artificielle. Alors, M. Dupuis, l'actualité cette semaine au Togo, et on peut même dire au-delà, c'est l'extradition par les autorités togolaises lundi dernier de l'ancien président de la transition du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, aux autorités burkinabées. Ce dernier, d'après les autorités burkinabées, serait impliqué dans un nouveau projet de déstabilisation visant le pouvoir en place, une nouvelle tentative de coup d'État. Alors, beaucoup ont applaudi cette extradition, comme d'autres l'ont désapprouvé. Alors, quelle est la lecture, la position de l'ANC sur cette affaire? La lecture de l'ANC sur cette affaire est simple. Cela confirme le double langage de ce régime, de la diplomatie de ce régime. Double langage? Le double langage. Dans cette affaire-là? Dans cette affaire. Parce que souvenez-vous, c'est le Togo qui s'est proposé d'accueillir M. Damiba. Il a accepté de l'accueillir. Qui a proposé de l'accueillir. Okay. Et l'a logé dans les quartiers les plus huppés de Lomé avec... En raison de son rang. De son rang, de quel rang? De chef, d'ancien chef d'État. Oui. On en reviendra tout à l'heure, c'est vous qui l'avez dit. Et du jour au lendemain, pour favoriser le rapprochement entre le Togo et l'AES, on livre cette même personne à qui vous avez accordé les privilèges dus à son rang d'ancien chef d'État pour des accusations fantaisistes. Ah, donc vous trouvez les accusations contre... Ah oui. Enrichissement illicite, corruption, incitation à commettre des crimes, harcèlement aggravé, blanchiment. Il ne manque plus que le viol, l'assassinat et le trafic de drogue. Donc vous ne croyez pas aux accusations portées contre... C'est fantaisiste, ça va dans tous les sens, c'est fantaisiste. Mais les complices qui ont parlé... Vous savez, les complices, on peut en fabriquer autant qu'on veut. On peut leur faire dire, à coup de torture, on peut vous faire dire ce qu'on veut, à coup de torture. Et tout à l'heure, vous avez parlé que le régime a favorisé le rapprochement avec l'AES. Est-ce que ça ne vous plaît pas que le Togo ait de bonnes relations avec les pays de l'AES? Le Togo n'est pas dans la CEDEAO? Oui. L'AES est dans la CEDEAO aujourd'hui? Non. Où se situe
le Togo, où veut se situer désormais le Togo? Est-ce que, parce que le Togo n'est pas dans l'Ouest, on ne peut pas avoir des relations avec les pays de l'Ouest? Le Togo a des relations avec les pays même d'Afrique centrale, d'Afrique australe, donc pourquoi pas avec ceux de l'Est qui sont bien de chaque sûr. côté? Bah, vous n'avez pas entendu le ministre des Affaires étrangères déclarer il y a quelques mois que le Togo entrerait dans l'AES? Vous n'avez pas entendu? Il a dit 70% des Togolais sont prêts à... Non, mais vous l'avez entendu, oui ou non? Non, pas comme ça. Moi, ce que j'ai entendu, bon, il a dit que 70% à partir du Togolais. moment où le ministre le dit, c'est que c'est un cheminement qu'on vous annonce. C'est ça la réalité. Ça, c'est d'une chose. Oui, en quoi c'est mauvais? Deux choses. En quoi c'est mauvais, monsieur? Deux choses. On livre un homme, un ancien chef d'État, comme un vulgaire criminel à celui qui l'avait renversé quand il était au pouvoir. Or, vous savez que au Burkina Faso, il y a la peine de mort pour ceux qui ont commis des crimes d'atteinte à l'État. Ils l'ont réintroduit il n'y a pas longtemps. Vous dites que vous vous êtes assuré de pour son intégrité physique. Si demain, il lui arrive un accident, est-ce que vous êtes responsable? Non, mais monsieur Dupuis. Est-ce que vous êtes responsable? Alors, il ne faut pas considérer la politique. Il ne faut pas considérer que la politique est faite essentiellement et seulement à travers des doubles langages. Le régime RPT uni ne connaît que le double langage. Vous, aujourd'hui, vous êtes là. Prenons un exemple. Un ancien ministre de l'administration territoriale, pour une histoire banale de corruption, s'est retrouvé en prison. Aujourd'hui, il est conseiller spécial à la présidente de la République. C'est toujours le double langage. Quand on veut se défaire de vous, on ne met pas des gants pour se défaire de vous. C'est ainsi que va le Togo depuis des années. Ce n'est pas la première fois que les autorités burkinabées accusent le lieutenant-colonel Damiba de fomenter des opérations de déstabilisation. Moi, je ne défends pas le colonel Damiba. Je ne le défends pas. C'est le principe. Oui. C'est le principe. Alors, du moment où... Si on vous accueille dans un pays que vous menez des opérations de déstabilisation à partir de... Dans ce cas-là, monsieur Agbo, oui, je demande à la personne d'aller dans un autre pays, je ne le livre pas à ses bourreaux. Sinon, je suis criminel. Ah non, ça c'est pas la première fois que ça se passe. Non, monsieur. Non, monsieur. Pays non, monsieur. Je propose à d'autres pays de l'accueillir. Je ne le livre pas. C'est le bon sens. Eh bien, avec l'extradition du lieutenant-colonel Damiba, nous avions déjà un pied dans l'actualité internationale. Eh bien, nous allons y poser le second avec le rappel d'autres événements de cette actualité de la semaine sélectionnée pour cet entretien. La Cour constitutionnelle du Bénin a proclamé lundi les résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier 2026. Selon les résultats définitifs, seuls deux partis politiques de la mouvance présidentielle ont réuni 20% des voix dans chacune des 24 circonscriptions électorales pour siéger à l'Assemblée nationale comme l'exige le code électoral. Ainsi, l'Union progressiste Le Renouveau UPR arrive en tête avec 60 sièges, suivi du bloc républicain BR qui obtient 49 sièges, soit 109 sièges sur les 109 existants pour les deux partis présidentiels. Le principal parti d'opposition, les démocrates, perd ses 28 sièges et n'entrera pas dans l'hémicycle. Les nouveaux députés exerceront un mandat de 7 ans pour la prochaine législature. D'une Assemblée nationale à une autre, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, Jérôme Patrick Hachi, candidat du parti au pouvoir RHDP, a été élu samedi nouveau président de l'hémicycle ivoirien pour la législature 2026-2030. Dans sa prise de parole, Patrick Hachi s'est engagé à présider l'institution parlementaire dans un esprit d'ouverture et de rassemblement. Toujours en Côte d'Ivoire, l'ex-premier ministre Robert Bogré-Mambe a été reconduit dans ses fonctions de Premier ministre du pays. Nommé mercredi par le président Alassane Ouattara, Mambe avait déjà occupé ce poste en 2023 jusqu'à la dissolution du gouvernement le 7 janvier dernier. Il a formé son nouveau gouvernement ce vendredi.
Le général Mamadi Doumbouya a été investi samedi président de la Guinée-Conakry après 4 ans de transition. Élu avec 86,72% des voix à la présidentielle du 28 décembre 2025, Doumbouya a prêté serment dans un stade à Conakry en présence de plusieurs Guinéens et plusieurs chefs d'État de la sous-région et de l'Afrique centrale. Il compte assumer sa fonction dans l'intérêt de tous les Guinéens et en a pour un mandat de 7 ans. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la République élue, je jure devant Dieu et devant le peuple de Guinée, sur mon honneur, de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice, d'exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l'intérêt supérieur de la nation. De ne jamais recourir aux pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles, de préserver en tout lieu et en toutes circonstances la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, de défendre les institutions de la République, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale en cas de parjure que je subisse la rigueur de la loi. Et puis la CAN 2025, le Sénégal a remporté dimanche 18 janvier 2026 la 35e édition de cette compétition en battant en finale le Maroc, pays hôte, 1-0 dans les prolongations. Ceci dans un match électrique marqué par un but sénégalais refusé dans le temps réglementaire, un pénalty sifflé pour les Marocains dans les dernières secondes du temps réglementaire, une décision des joueurs sénégalais qui ont quitté la pelouse dans un premier temps, suivi de leur retour dans le jeu et le pénalty raté par le Marocain Brahim Diaz. Les Sénégalais remportent ainsi la Coupe d'Afrique des Nations pour la 2e fois de leur histoire après celle de 2021. À leur retour à Dakar, la sélection sénégalaise avec tout le staff a été accueillie en euros avec tous les honneurs couronnés de décoration. Célébration du Diomaye Faye, le président sénégalais avait déclaré la journée de lundi 19 janvier 2026 férié. Vous imaginez que la joie elle est indescriptible. Nous sommes passés par toutes les émotions. L'équipe a montré une pugnacité extraordinaire. Je disais à l'avant-match au président de la fédération et à l'entraîneur que du début du tournoi jusqu'à la fin, nous avons vu des hommes de devoir sur le terrain. Des patriotes qui ne se battaient pas pour un titre, qui ne se battaient pas pour un palmarès, mais qui se battaient pour notre honneur et notre dignité. Ils ont fait sens de seule preuve de solidarité. Ils ont donné un sens de sacrifice particulier et le Sénégal, comme d'habitude, a encore gagné. C'est une victoire des Lions d'abord, du staff technique, c'est une victoire de tout le peuple sénégalais et nous allons forcément montrer encore davantage de belles choses à la face du monde. Que le Sénégal s'est hissé à la hauteur des enjeux et a relevé les défis les plus coriaces. Il faut convenir que la journée de demain est une journée chômée et payée pour que tout le monde puisse fêter. Lundi dernier sur la composition de la prochaine Assemblée nationale. Alors, selon les chiffres officiels, les 109 sièges ont été rappelés par les deux partis de la mouvance présidentielle que sont l'Union progressiste, le Renouveau, 60 députés, et le Bloc républicain, 49 sièges. Alors, que disent pour vous ces résultats? L'exclusion, et avec l'exclusion ou l'absence totale de l'opposition à la future Assemblée nationale? Écoutez, il y a une différence fondamentale entre ce qui s'est passé au Bénin et ce qui s'est passé au Togo en 2024. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale togolaise est monocolore. L'opposition n'existe quasiment pas. Et ce n'est pas dû au code électoral, comme c'est le cas au Bénin, parce qu'il ne faut pas ignorer qu'au Bénin, le code électoral limite à 20% le suffrage obtenu pour pouvoir avoir un élu dans les circonscriptions électorales. Au Togo, ce n'est pas le cas, mais grâce aux fraudes, à la manipulation, au renvoi de l'opposition des bureaux de vote, on a aujourd'hui quasiment 100% d'un seul parti politique à l'Assemblée nationale. Et la même chose à peu près au Sénat, puisque ceux qui ne sont pas élus au Sénat
sont des personnes désignées par le chef de l'État. Donc, si on a quelque chose à dire sur les résultats béninois, c'est dû tout simplement à cette limitation faite par le code électoral. Mais est-ce que la situation au Bénin n'est pas pire que ce que nous avons? Au moins au Togo, il y a au moins 5 députés de l'opposition qui sont à l'Assemblée nationale. Au Bénin, rien du tout. Et puis apparemment, le code électoral du Bénin, le code électoral béninois ne pose aucun problème. Un code électoral qui, quand ça va avec la place, qui élimine complètement l'opposition. Non. Ce n'est pas pire que la situation au Togo. La situation au Togo, c'est du brigandage, c'est du banditisme. On vole les élections. Ce n'est pas le cas au Bénin. Oui, mais est-ce que le cas au Bénin, attendez. Est-ce que c'est acceptable ce qui se passe au Bénin? Le cas au Bénin, il y a eu des règles du jeu qui ont été respectées. Les règles de jeu disent, bon, pour avoir... Est-ce que ces règles-là vous conviennent? Attendez, si on mettait ces règles-là au Togo, est-ce que vous les acceptez? Attendez, monsieur. Il faut comparer ce qui est comparable. Oui, c'est pour ça que je vous demande si on avait ces règles-là au Togo, est-ce que vous les accepteriez? C'est le principe. D'abord, je refuse les hold-up électoraux. Je refuse la brutalité avec laquelle les élections sont organisées au Togo. L'opacité dans laquelle les élections sont organisées au Togo. Je rejette tout cela. Et je rejette la composition de l'Assemblée nationale au Togo telle qu'elle est aujourd'hui. Elle ne représente pas le peuple togolais. Maintenant, si un pays comme le Bénin décide en toute souveraineté de limiter les suffrages nécessaires pour avoir un élu par circonscription à 20%, il appartient au pays de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Ce qui est attendez. Ce qui est bon comme ce qui n'est pas bon. Est-ce que même si c'est dans un autre pays, même si ce n'est pas bon et que le peuple a accepté, le peuple est souverain. Mais ce qui se passe dans les pays, c'est pas forcément que les peuples sont d'accord. Non, mais attendez. Si le peuple est souverain, le peuple a accepté. Ce que vous n'ajoutez pas, c'est que il y a moins de 35% des électeurs qui se sont déplacés au Bénin. Oui, le taux c'est 36,14%. Voilà. C'est ça. Donc, il y a près de 60%, 65% des Béninois qui ne sont pas déplacés. Ça appartient aux Béninois. Au Togo, il y a moins de 20% des populations qui se sont déplacées. Il n'y avait pas ce plafond du quorum nécessaire pour avoir un député par circonscription électorale, mais 100% des élus sont RPT unis. C'est ça qui m'intéresse au premier chef. Bien, monsieur Dupuis, vous ne voulez pas parler. Bien, on avance. En Guinée, un putschiste vient de blanchir le sacre de pouvoir par les urnes. Un petit commentaire rapidement. Vous savez, c'est des cas comme ça qui ont régenté nos pays africains depuis les années 60. Depuis 1963, on a fait des coups d'État un peu partout en Afrique. Je vous disais au Togo. Je crois qu'en réalité, c'est le Togo qui en a fait le moins d'ailleurs, parce que c'est la seule personne qui s'est succédé à lui depuis 63 jusqu'à aujourd'hui, et son fils est là. Bon, au Burkina Faso, il y a eu 8 coups d'État. Mais à chaque fois, il y a l'avènement d'un sous-officier, d'un officier, et qui arrive là, par quel miracle, on le sait, et qui, en réalité, retarde le développement de l'Afrique. C'est malheureux à dire, c'est ce que nous avons vu en Afrique depuis tant d'années. C'est toujours le même scénario. Il est temps que cela s'arrête. Et c'est pour cette raison-là que l'ANC demande à corps et à cri qu'il faut qu'il y ait une transparence dans les affaires publiques. Et c'est pour ça que l'ANC dit qu'il faut qu'on connaisse la vérité sur les circonstances de l'assassinat du premier président de la République togolaise, père de l'indépendance, père de la nation togolaise, pour qu'enfin, on puisse amorcer une vraie démocratie dans notre pays et un développement purement togolais dans l'intérêt du peuple togolais. Et la même chose pour toute l'Afrique occidentale, toute l'Afrique de l'Ouest.
Alors, si je ne m'abuse, M. Dupuis, on change de sujet, vous m'aviez une fois dit sur ce plateau que vous ne regardiez pratiquement pas la télé, mais vous avez sans doute appris la victoire finale du Sénégal à Cannes 2025 au Maroc et toute la polémique qui a entouré l'ultime match de la compétition. Avez-vous un petit commentaire à faire sur cet événement, dont le Togo, surtout, le Togo est exclu de cette fête-là continentale depuis 2017. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit, M. Agbo, que quand vous m'aviez adressé le mot, que je ne pouvais pas venir à cette émission aujourd'hui parce que je suis en deuil depuis quelque temps. Et je n'étais pas au pays, j'étais parti pour les obsèques de mon frère aîné. Donc je n'ai vraiment pas suivi. Que vous pensez, vous? Oui. Je n'avais pas suivi oui. le déroulement de la compétition. De la compétition de la CAN. Et j'avais des problèmes familiaux assez importants à régler. Et je suis revenu seulement il n'y a pas longtemps et je ne savais même pas que j'allais prendre part aujourd'hui à cette édition. Alors oui, maintenant je demande, depuis 2017, le Togo n'y va plus. Qu'est-ce que ça vous dit? Ainsi va le Togo, ainsi va notre pays. Voilà. C'est-à-dire que partout où le pouvoir central met le petit doigt, tout est à volo. Eh bien, c'est-à-dire que on essaye toujours de mettre son grain de sel, de mettre en place ces hommes, d'occuper tous les espaces possibles et inimaginables, même et très souvent avec des personnes dotées d'incapacités notoires pour la gestion de certaines structures. Merci M. Éric Dupuis et nous voici au terme donc de cet entretien. Je rappelle que M. Dupuis est le conseiller spécial du président de l'ANC. Il est aussi le porte-parole de ce parti. Je remercie donc pour avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, je vous sais gré de votre fidélité à Rétro 7 qui est rediffusé le dimanche à partir de 11h. Prochain rendez-vous samedi prochain, si Dieu le veut. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir. Et encore une fois, bonne année à toutes et à tous.